Bonjour à toutes, bonjour à tous. La journée continue. Je me présente, je m'appelle Stéphane Marchand. Je suis le rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho, que vous connaissez tous. Aujourd'hui, nous avons parlé toute la journée de démographie. Mais là, avec mes deux invités, nous allons parler de la démographie de manière plus sérieuse peut-être qu'avant encore. Car nous allons faire des études de cas de pays. J'ai écouté la conférence précédente très intéressante qui portait sur un sujet très pointu, très humain. Là, nous allons prendre une focale un peu plus vaste, parler des pays. Je vous présente mes invités. À ma droite, à ma gauche, Patrick Artus, que vous connaissez bien. Vous enseignez à Paris School of Economics, entre autres. Vous êtes conseiller scientifique de Natixis, mais vous travaillez très étroitement également avec Melchior. Et je ne donne pas tout le CV, mais c'est déjà très important. Gilles Pison, à ma droite, vous êtes directeur de recherche à l'INED. Vous êtes professeur d'économie, professeur d'histoire-géographie. De démographie. D'accord. Donc, comme je vous le disais, nous allons faire aujourd'hui des études de cas. Et on va balayer plusieurs pays. On va balayer principalement 3 pays. Le Japon, l'Allemagne et la Chine, sans évidemment oublier de temps en temps de comparer ces pays avec la France. Celui qui va commencer n'est pas avec nous. Il s'appelle Gérard François Dumont. Il est professeur à l'université Paris 4 Sorbonne. Il n'a pas pu être là avec nous, mais il nous a fait une vidéo très intéressante sur le Japon et on va l'écouter tout de suite. Le cas du Japon comme exemple d'évolution démographique est tout à fait passionnant. En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a une forte natalité au Japon qui est liée au fait qu'un certain nombre de Japonais qui vivaient dans les terres qui avaient été conquises par les Japonais au moment de la Seconde Guerre mondiale regagnent le pays. Et dans la mesure, bien sûr, où les opérations militaires se terminent, les familles peuvent se reconstituer et la natalité va être très forte en 1946-1947. Et là, il y a une sorte de panique qui se développe, notamment aux États-Unis, puisque en fait le Japon, il faut le rappeler, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est un peu un protectorat des États-Unis pour obliger les Japonais à avoir moins d'enfants, dans la mesure aussi où l'on considère que le Japon est surpeuplé. C'est le terme qui est alors utilisé. Il est utilisé notamment parce que la densité de population du Japon est relativement élevée. Disons, à l'époque, elle est à peu près 50% supérieure à celle de la France. Et surtout parce que cette population du Japon est concentrée sur les côtes orientales. C'est-à-dire, en fait, sur le littoral, tout simplement parce qu'il y a une croyance au Japon selon laquelle il faut laisser aux activités spirituelles les collines et les montagnes. Donc on n'y construit pas de maisons et ça crée forcément une surdensification sur le littoral. Donc on craint un surpeuplement et donc les États-Unis vont obliger le Japon à voter la première loi eugénique qui n'ait jamais existé dans le monde, c'est-à-dire notamment un tri des naissances. Et donc on va en fait éliminer les enfants dont on considère qu'ils risqueraient de souffrir d'un handicap et on va encourager très fortement l'avortement. Et cette importance de l'avortement au Japon, on peut la constater encore aujourd'hui d'ailleurs avec des femmes qui ont installé dans les cimetières des petites stèles en souvenir de leur enfant qui n'est jamais venu au monde puisqu'elles ont avorté avant sa naissance. Vous voyez la dimension spirituelle tout à fait étonnante de ce pays. Mais en réalité, cette loi va effectivement avoir des effets, mais elle va être rattrapée par l'évolution démographique du Japon qui va se constater avec une fécondité qui va baisser extrêmement rapidement et le Japon va entrer dans ce qu'on appelle l'hiver démographique, c'est-à-dire une situation où la fécondité est inférieure au seuil de remplacement des générations. Le seuil de remplacement des générations dans un pays à haut état sanitaire comme le Japon, c'est 2,1 enfants par femme.
La fécondité du Japon s'effondre, et aujourd'hui, elle est autour de 1,3 enfants par femme, c'est-à-dire un chiffre plus faible que l'Europe, plus faible que la France, plus faible que la plupart des pays, même si quelques pays comme la Corée du Sud ont une fécondité encore inférieure. La baisse de cette fécondité va inévitablement avoir des effets sur la dynamique démographique. Et donc le Japon va atteindre son maximum de population en 2004 avec 128 millions d'habitants. Et depuis 2005, la population du Japon diminue compte tenu de sa faible fécondité et donc de son faible nombre de naissances. Parallèlement, le nombre de décès augmente. C'est un peu étonnant a priori, puisqu'on sait que l'espérance de vie au Japon est la plus longue de tous les pays du monde, mais dans un pays qui vieillit, eh bien, la proportion de population âgée est élevée, et donc plus on est âgé, vous vous rappelez la formule de Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Donc, ceci fait que la hausse du taux de mortalité du Japon n'est pas du tout due à une détérioration sanitaire, mais seulement au vieillissement de la population. Donc, hausse du nombre de décès, baisse du nombre de naissances, et comme pendant des années, il n'y avait pratiquement pas d'immigration, eh bien, la population diminue. Donc, c'est cette évolution que le Japon a connue et qui a des effets aujourd'hui. Bon, le premier effet, il tient à ce que j'appelle la loi du nombre, c'est-à-dire le fait qu'un pays a un poids économique et géopolitique qui est lié à son nombre d'habitants, ou du moins s'il sait valoriser son nombre d'habitants. Or, cette loi du nombre, on voit très bien qu'elle a joué négativement pour le Japon à travers un mot qui a été beaucoup utilisé, qui était le mot de triade. Encore dans les années 1980, on disait l'économie mondiale, elle est dominée par une triade. Cette triade, c'était les États-Unis, l'Europe et le Japon. Vous voyez que le mot maintenant triade a totalement disparu. Et il a disparu notamment en raison de la baisse de population au Japon et en raison encore plus de la baisse de la population active au Japon. Puisque comme cette fécondité est abaissée depuis longtemps, eh bien, les générations qui entrent dans la population active sont de moins en moins nombreuses. L'autre élément à prendre en considération est de savoir si le Japon a compensé cette faible fécondité par des apports migratoires. Il est important à cet égard de citer que le Japon n'a aucune tradition d'immigration. Bien sûr, il y a une exception, c'est-à-dire tous ces Coréens que le Japon a, je dirais, prélevés, entre guillemets, au moment des guerres japonaises contre la Corée avant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est des Coréens qui sont considérés comme des citoyens de seconde zone, qui ne sont pas en fait, qui sont des immigrés forcés, ou du moins des descendants d'immigrés forcés. Donc le Japon n'avait aucune tradition d'immigration, et pourtant il a quelques problèmes qui se posent. D'abord, trouver de la main-d'œuvre pour les métiers les plus pénibles. Deuxièmement, trouver de la main-d'œuvre pour les services à la personne dans une population qui vieillit. Et il en résulte que ces dernières années, le Japon a commencé un peu à s'ouvrir à l'immigration, notamment à une immigration originaire des Philippines, qui est un pays voisin relativement peuplé, ou bien du Bangladesh, par exemple. Mais bien entendu, le taux d'immigration au Japon est extrêmement faible par rapport à ce que l'on peut constater en Europe et en France. Donc vous voyez une seconde conséquence avec un produit intérieur brut du Japon dont on peut penser qu'il pourra difficilement augmenter. Parce que même si vous augmentez votre productivité, ce qui est toujours souhaitable bien entendu, si votre population active diminue trop, votre potentiel de création de richesse, lui aussi, diminue forcément. Donc voilà donc les grands enjeux. Alors face à ces grands enjeux, bon, les différents gouvernements japonais ont essayé parfois de développer des programmes d'incitation à la natalité, dont les résultats aujourd'hui sont neutres, donc qui n'ont pas eu de résultats aujourd'hui, notamment parce qu'en même temps, parallèlement à toutes ces évolutions, il y a évidemment l'évolution des mentalités. Et dans cette évolution des mentalités, il faut constater d'abord la place des femmes qui a évolué dans un pays où traditionnellement, en fait, les mariages étaient arrangés. Et puis on est passé dans une période où les jeunes femmes et les jeunes hommes aussi
ont souhaité pouvoir choisir leur conjoint. Et parallèlement, ce choix du conjoint pose un problème parce que la tradition japonaise, c'est quand même quand on est une femme, de se marier avec un homme qui est dans une catégorie socio-professionnelle supérieure. Donc le résultat, effectivement, c'est que c'est parfois difficile de trouver contrepartie. Et donc ce qui se constate au Japon, c'est une augmentation extrêmement importante du célibat. Alors du célibat dans les villes, mais aussi du célibat dans les campagnes, parce qu'au Japon, comme dans d'autres pays du monde, les filles sont plus attirées que les garçons par les lumières de la ville. Donc il manque de personnel féminin dans les campagnes, et c'est là où il y a un petit phénomène migratoire, c'est-à-dire des Japonais qui vont attirer, disons, des femmes d'autres pays étrangers. Donc vous voyez la complexité de la situation du Japon, qui est donc un pays en dépeuplement, avec un fort hiver démographique, et avec des difficultés à pouvoir inverser l'évolution, compte tenu des changements de mentalité. Merci beaucoup à Gérard François Dumont. Surtout, ne soyez pas plus long que lui si on veut avoir des questions. On va maintenant écouter Gilles Pizon. Et avant de l'écouter, je vous signale cet atlas de la population mondiale dont il est l'auteur et que vous retrouvez là-haut, sur la table, en compagnie des livres de Patrick Artus également. Gilles, on vous écoute. Alors, l'Allemagne est un pays où, alors, comme au Japon, les décès sont plus nombreux que les naissances, et ce n'est pas nouveau, ça fait 50 ans. Hein. Et alors, là, vous avez les chiffres en 2019, c'est la dernière année avant les années Covid. Donc, l'Allemagne, c'est 83 millions d'habitants, et en 2019, il y a eu 770 000 naissances et 890 000 décès, donc un excédent des décès sur les naissances de 120 000. Alors, pourtant, la population de l'Allemagne n'a pas diminué et elle a augmenté depuis 50 ans, malgré cet excédent des décès sur les naissances, parce qu'il a été plus que compensé par l'excédent migratoire, donc la différence entre les entrées et les sorties de personnes du territoire. Et alors pour l'année 2019, le solde migratoire estimé, il est de 360 000. Donc au total, la population du Japon a augmenté de 240 000 en 2019. Alors c'est intéressant de comparer l'Allemagne avec la France. Et donc voici, la France, c'est un pays un peu moins peuplé que l'Allemagne, 68 millions d'habitants en 2019, c'est 15 millions d'habitants en moins par rapport à l'Allemagne. Les naissances en 2019, pratiquement le même nombre qu'en Allemagne, 750 000. Les décès en France, moins nombreux que les naissances, 610 000. Donc là, on a, à l'inverse de l'Allemagne, un excédent des naissances sur les décès de 140 000. Et comme en Allemagne, un excédent migratoire, un solde migratoire de 130 000, vous voyez, qui est nettement plus faible que celui de l'Allemagne. Et au total, la population de la France a augmenté en 2019 de 270 000. Ce n'est pas très loin de la hausse en Allemagne. Donc, dans les deux pays, voilà, malgré des situations différentes. Alors, c'est sûr que la population n'est pas la même dans les deux pays, donc il faut comparer à population égale, il faut calculer des taux. Et par ailleurs, l'année 2019, c'est une année particulière. Il y a des variations, notamment des soldes migratoires d'une année à l'autre. Donc, je vous propose là de comparer les taux de croissance annuels de la population de la France et de l'Allemagne pour toute la période 2010-2019. Et donc, ce qui figure là, c'est la moyenne du taux annuel pour ces deux pays, en distinguant dans la croissance ce qui est solde naturel, c'est en bleu, et ce qui est solde migratoire, qui est en rouge. Et donc, vous voyez, au cours de cette période de 10 ans, le solde naturel a été positif en France, autour de 3 pour 1000 en plus par an, et négatif en Allemagne, autour de 2 pour 1000 en moins. Mais on se retrouve avec un taux de croissance total des deux pays très proche en moyenne annuelle de cette période, puisque l'Allemagne a eu un solde migratoire
moyen annuel nettement plus fort que celui de la France. Voilà. Donc, deux pays dont la population augmente à un taux similaire, en tout cas pour cette décennie, mais avec des origines différentes. Hein. Voilà. Alors, concernant les pyramides des âges des deux pays, alors voici pour l'Allemagne la pyramide des âges en 2022. Alors, cette forme avec un bombement au niveau des 55-60 ans. Hein. Et puis, en dessous, eh bien, des effectifs qui se réduisent. Et j'aime bien utiliser l'indicateur âge médian. Hein. Donc, c'est l'âge qui divise la population en deux parties égales, les personnes qui sont plus âgées et les personnes qui sont moins âgées. Donc, c'est 45 ans, l'âge médian de la population en Allemagne. Et si on compare la pyramide allemande avec la pyramide française, eh bien, la pyramide française est relativement cylindrique à la base et jusqu'à 75 ans. On a des effectifs qui varient un peu d'un âge à l'autre. Hein. Et vous voyez que 75 ans, ben, c'est les premières générations du baby-boom. Puis avant, nettement moins de monde, puis il y a la mortalité qui joue. Et l'âge médian en France est de 42 ans. Donc, une population de l'Allemagne plus âgée, démographiquement, que celle de la France, mais dans les deux pays, le vieillissement démographique se poursuit, hein, et donc il va se poursuivre. Alors, c'est intéressant de faire un retour en arrière, il y a 100 ans, dans les années 1920-1930, on était dans l'entre-deux-guerres. Eh bien, la situation était inversée. C'était la France qui était des deux pays le plus vieux démographiquement et la France plus jeune. La France était d'ailleurs le pays le plus vieux démographiquement de toute l'Europe. Et était montré du doigt, d'où cette image qu'on a gardée d'un pays de vieux avec des vieux dans la rue, dans un village de la Creuse avec un béret basque, une baguette. Vous voyez, cette image qui se poursuit. Il se trouve qu'elle date un peu de cette période, mais il y a 100 ans, et que la situation s'est inversée avec l'Allemagne, mais la France est en train de devenir le pays le plus jeune démographiquement de toute l'Europe. Donc en 100 ans, une inversion complète. Alors pourquoi ? C'est l'histoire des... Petite question, est-ce que la France peut rattraper l'Allemagne ? Vous faites partie de ceux qui croient ça ? Vous devancez, pardon. Parce que c'est un des sujets souvent. Et l'histoire tient à l'évolution de la fécondité, donc le nombre moyen d'enfants par femme. Et alors, je vous propose de remonter 200 ans en arrière, en 1800. Alors, pour l'Allemagne, c'est pas très simple, parce que là, c'est des estimations pour l'Allemagne avec le territoire actuel. Alors, l'Allemagne n'existait pas. Elle a été fondée en 1871, juste après la guerre franco-prussienne. Hein. Avant, il n'y avait pas d'Allemagne comme État. La France a été plutôt avec le même territoire, avec des adaptations. Voilà. Et alors, ce que vous voyez, c'est que pendant tout le 19e siècle, les Françaises et les Français ont eu de moins en moins d'enfants. Donc en 1800, ils en avaient 4,5 en moyenne. Et en revanche, en Allemagne, la fécondité a bien baissé, mais à la fin du 19e siècle, et très rapidement. Et donc, la France a été pionnière en matière de limitation volontaire des naissances. C'est un des premiers pays sur la planète, avec les États-Unis, à avoir vu la fécondité baisser volontairement. Hein. Voilà. Et l'Allemagne a rattrapé la France, vous voyez, au début du XXe siècle. Et depuis, elle a une fécondité plus faible que la France, avec un écart de fécondité de l'ordre de 1,5 enfant au cours des années 1990-2000. Donc, les femmes, les Françaises, avaient 2 enfants en moyenne chacune, elles sont toujours, hein, et les Allemandes, 1,5. Si on fait le bilan des femmes qui ont, par exemple, fêté leur 50e anniversaire l'année dernière, on peut faire le bilan. Les Allemandes, 1,5 enfant, les Françaises, 2 enfants. Au cours des dernières années, l'écart s'est un peu réduit. Donc, l'indicateur de fécondité est de 1,8 enfants par femme pour l'année 2022 en France et
il est de 0,3 enfants en moins, donc 1,5 enfants par femme en Allemagne. C'est la moyenne européenne. Voilà. Alors, une des conséquences de ces évolutions différentes de la fécondité, eh bien, c'est un croisement des courbes du nombre total d'habitants et depuis 1800. Alors vous avez en rouge l'effectif de la population de l'Allemagne dans son territoire actuel et en bleu l'effectif pour la France métropolitaine. Alors ça a été difficile et ça reste difficile de savoir combien il y avait d'habitants il y a un siècle ou 2 siècles en Allemagne dans le territoire actuel. Donc c'est des travaux de reconstitution, de découpage des sources statistiques, mais tout ça fait apparaître qu'en 1800, l'Allemagne, dans le territoire actuel, comptait 15 millions d'habitants, alors que la France, sous Napoléon, 30 millions. Alors les deux pays ont vu leur population augmenter, mais celle de l'Allemagne beaucoup plus. Et les courbes se sont croisées un peu avant la fin du 19e siècle. Et depuis, l'Allemagne est plus peuplée que la France. Et on arrive à la situation d'aujourd'hui, donc 65 millions d'habitants en France métropolitaine contre 83 millions en Allemagne. Et alors, à la fin du graphique à la droite, je vous ai montré les projections de population des Nations Unies publiées l'an passé, qui annoncent une diminution de la population d'ici 2100 dans les deux pays, plus importante en Allemagne qu'en France. Mais pour répondre à vos questions, la France ne va pas recroiser, la courbe de la France ne va pas recroiser celle de l'Allemagne, en tout cas dans ses projections. C'est des projections, hein, ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Et c'est des projections qui sont liées à des hypothèses, des scénarios que font les démographes pour ces calculs. Et voici le scénario concernant l'évolution de la fécondité dans les deux pays. Vous voyez qu'en France, on est à 1,8 enfants par femme, c'est donc la courbe rouge. Et l'hypothèse, c'est une légère baisse de la fécondité en France jusqu'à 1,75 enfants par femme en 2100. Et du côté de l'Allemagne, un léger relèvement. Donc l'idée, c'est qu'il y a une convergence à très long terme, une diminution des écarts. Et pour ce qui est des hypothèses, il faut en faire concernant le solde migratoire. Là, c'est un peu compliqué. De toute façon, on sait qu'on va se tromper. C'est jamais exactement ce qui a été calculé qui se produit, qui se réalise. Mais l'hypothèse des Nations Unies dans ces projections, c'est qu'il resterait un différentiel de solde migratoire, de taux de solde migratoire entre les deux pays, même si il se rapprocherait. Et donc, l'Allemagne connaîtrait un taux de solde migratoire de 2 habitants en plus par an pour 1000 habitants chaque année, alors que la France, ça serait plutôt 1 habitant pour 1000 en plus par an du fait donc, du solde migratoire. Voilà. Donc, vous savez, les démographes, comment ils font pour faire leurs hypothèses? Ils prennent la situation actuelle et ils la prolongent, ou ils prennent les tendances des dernières années. Donc ça correspond un peu à ce qu'on a observé ces dernières années. L'Allemagne a un solde migratoire plus important que la France, alors nettement plus important ces dernières années, et l'idée c'est que la France et l'Allemagne se rapprocheraient, la France aurait un solde migratoire un peu plus élevé, et l'Allemagne un peu plus faible. Voilà, donc ce que je voulais vous présenter, c'est quelques chiffres, pour vous montrer un inversement des situations depuis 2 siècles. Donc attention, l'avenir n'est pas écrit. On voit ce que donnerait la prolongation des tendances d'aujourd'hui. Et voici donc ce petit point avec quelques chiffres et courbes. Merci beaucoup. On va certainement revenir vers vous dans la suite de la conversation. On va maintenant parler donc d'économie avec un économiste. La démographie et l'économie se parlent un peu, mais pas toujours très bien, pas toujours suffisamment. Le distributeur. Voilà, merci. Bien, rebonjour. Donc, je vais me concentrer sur la Chine, puisque nous avons amplement parlé du Japon et de l'Allemagne.
Et je voulais partir de la démographie, mais surtout regarder les conséquences sur l'économie chinoise de son problème démographique. Alors, l'évolution de la population en âge de travailler, alors pour des soucis d'homogénéité, j'ai dit que la Chine avait une population en âge de travailler de 16 à 64 ans. Vous savez qu'en réalité, l'âge de la retraite, c'est 56 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes en Chine. Et c'est même 52 ans pour les femmes qui ont travaillé en usine. Donc il n'y a pas de réforme des retraites en Chine en perspective. Et vous voyez qu'il y a une démographie alors, qui a été longtemps défavorable au Japon, qui devient assez défavorable en Chine, en Allemagne, et qui était très favorable en Chine. La population en âge de travailler augmentait d'1,5% par an. Et brutalement, à la fin des années 2000, on passe à une croissance négative de la population en âge de travailler. Et si on prolongeait au-delà de 2030, cette décroissance de la population en âge de travailler devient aussi importante que celle observée au Japon ou en Allemagne. Et puis, on l'avait vu, l'immigration, il y a un solde migratoire net négatif en Chine. Il y a plus d'émigration que d'immigration. Et il y a un solde légèrement qui a été commenté à l'instant, qui devient légèrement positif au Japon, et un solde migratoire qui est très positif en Allemagne. Vous voyez, 0,3, 0,4% de hausse de l'immigration par rapport à la population. Au Japon, en Chine, il y a plus d'émigration que d'émigration. Il y a, en particulier, les étudiants chinois ont tendance à ne pas revenir en Chine. Et puis, culturellement, l'immigration commence peut-être à être un tout petit peu acceptée au Japon. Et n'est absolument pas accepté en Chine. Les Han ne veulent pas mélanger leur sang avec les sangs d'autres populations. Et donc, la perspective d'immigration est extrêmement faible en Chine. Alors, première constatation, pour compenser le vieillissement démographique, il y a une recette qui est assez utile, qui est d'augmenter le taux d'emploi, c'est-à-dire la partie de la population qui a un emploi, de la population en âge de travailler qui a un emploi. Vous voyez que l'Allemagne et le Japon ont une augmentation assez parallèle du taux d'emploi. Et le taux d'emploi devient extrêmement élevé en Allemagne et au Japon. Au Japon, il n'y a plus d'anomalie sur le taux d'emploi. Les femmes japonaises travaillent autant que les hommes. Et vous voyez qu'en Chine, il y a une baisse du taux d'emploi et qui correspond à un phénomène assez bizarre, qui est une hausse très très forte du chômage des jeunes. Vous savez que le gouvernement chinois, d'ailleurs, a pris la décision récemment de ne plus publier les chiffres du chômage des jeunes. Mais le chômage involontaire ou volontaire? C'est un chômage totalement involontaire. C'est des jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi, etc. Et il y a 22% de chômage des jeunes en Chine. Et donc, la Chine n'utilise pas cette possibilité qu'utilisent d'autres pays, y compris la France, d'augmenter le taux d'emploi pour compenser une part du vieillissement démographique. Alors, la productivité, c'est assez intéressant. Alors, ce n'est pas la même échelle. La productivité en Chine, c'est l'échelle de gauche. La productivité dans les autres pays, c'est l'échelle de droite. Vous voyez que depuis la crise des subprimes en 2009, il n'y a plus de gains de productivité en Allemagne et au Japon. Et même au Japon, il y a un recul de la productivité. Alors en Chine, la productivité continuait à augmenter. Et puis vous voyez à la fin, depuis 2-3 ans, il y a vraiment un déclin de la productivité en Chine. Et la productivité est même est stagnante en Chine depuis 2 ans. Alors il y a beaucoup d'études sur cette question. Et probablement le déclin des gains de productivité en Chine, ça vient des politiques économiques qui privilégient les grandes entreprises d'État au détriment du secteur privé. Les entreprises privées en Chine ont une productivité 2 fois supérieure aux entreprises d'État, ce qu'on appelle les state-owned enterprises. Et donc le biais du gouvernement de Xi Jinping vers le financement du secteur public, des entreprises d'État au détriment du secteur privé, probablement explique une partie de la productivité. Mais aussi, il ne faut pas
La Chine a aussi un problème, c'est qu'elle s'automatise énormément. Vous voyez, le stock de robots industriels pour 100 emplois dans l'industrie, la Chine est en train de rattraper le Japon et l'Allemagne, encore très loin de la Corée, mais malgré cet effort vraiment très, très important de robotisation de l'industrie chinoise, il n'y a pas du tout d'effet aujourd'hui sur la productivité du travail en Chine. Et puis, bon, alors, c'est une remarque qui vaut pour la Chine et pour d'autres. Je vous montre ici le ratio entre la population de plus de 50 ans et la population enfin c'est de 50 ans à 64 ans et la population de 15 à 49 ans. C'est un proxy de l'âge moyen de la population active. Donc vous voyez que l'âge moyen de la population active augmente assez rapidement en Chine avec le vieillissement. Et alors on a un résultat, alors quand je compare plein de pays, que plus l'âge moyen de la population s'accroît, moins il y a gain de productivité. Vous voyez les pays européens, par exemple Portugal, Espagne, Italie, Grèce, qui ont un accroissement fort de l'âge moyen de la population, ont moins de gains de productivité que des pays comme l'Autriche, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Danemark, etc. Et donc la Chine apparemment a ce même problème que l'augmentation de l'âge moyen des salariés dégrade la productivité, pour un argument aguillonesque qui vous a été fait ce matin. Alors, je disais que normalement, on s'attend à ce qu'il y ait un lien positif entre le vieillissement de la population et l'inflation salariale. Et parce que si vous avez le vieillissement de la population, vous avez moins de salariés et plus de retraités. Et donc, il y a une situation d'excès de demande de biens et services qui apparaît. Et cet excès de demande de biens, normalement, est inflationniste. Et alors, on a la surprise, vous voyez, en Chine, c'est l'inflation, alors hors énergie et alimentation. Vous voyez, l'inflation est pratiquement nulle, hein, c'est 0,6%. Il n'y a aucune inflation résultant du vieillissement de la population en Chine, alors qu'au Japon et en Allemagne, il y a une inflation importante résultant du vieillissement de la population. Et probablement les effets de déflation, hein, le vieillissement de la population amène une baisse de la demande de biens qui l'emporte sur l'effet directement inflationniste du vieillissement démographique. Alors, l'autre particularité de la Chine, c'est le système de retraite. Il y a un système de retraite qui est d'abord extraordinairement compliqué. Il y a des retraites qui sont payées par le gouvernement, par les provinces, par les entreprises, par les collectivités locales. Voilà. Il y a une partie de l'argent des retraites qui a été volée. Moi, mes copains chinois qui ont 55 ans me téléphonent en disant je vais aller voir ma caisse de retraite et puis tout ce que j'ai cotisé a été volé, il n'y a plus rien. Et donc, le système de retraite chinois est très, très, très abîmé. Et vous voyez que même si on a les chiffres officiels, le système de retraite chinois ne verse que 4,5% du PIB de retraite à la population. Vous savez que c'est 14% en France. Et puis, c'est la même chose pour le système de santé. Hein. Il y a une protection santé assez sommaire. Il y a un plafond des dépenses hospitalières qui est autour de $50 par mois. Et au-dessus, les dépenses d'hôpital et de santé sont à la charge des personnes. Et donc, les Chinois ont utilisé énormément l'investissement immobilier pour préparer leur retraite. Et alors ça, c'est une très mauvaise idée. Dans un pays qui va avoir un vieillissement démographique global, si vous investissez l'argent des retraites en immobilier, eh bien, tout le monde sera vendeur d'immobilier en même temps. Quand le vieillissement apparaîtra, il y aura plein de vendeurs d'immobilier, il y aura peu d'acheteurs et vous aurez une crise immobilière. Et donc, vous avez tous entendu parler de la crise des grands promoteurs immobiliers chinois, hein, comment il s'appelle, Evergrande ou Evergreen, oui. Evergrande, et puis comment il s'appelle, j'ai un problème de Garden Green, je crois que c'est ça. Hein? Country Garden, oui. Alors, Country Garden a 180 milliards de dollars de dette. Hein, et il est en défaut sur sa dette. Hein. Mais évidemment, les prix de l'immobilier ont baissé,
les, les programmes de promotion sont arrêtés. Et donc, il y a un effet violent du vieillissement démographique sur le marché de l'immobilier. La catastrophe, elle est déjà là, en fait, on la voit tous les jours dans les journaux. Oui, et c'est pas fini. Et alors, bizarrement, alors, les prix de l'immobilier en Chine montaient, alors c'est à nouveau pas la même échelle, mais montaient jusqu'en 2021. Bon, les statistiques officielles disent qu'ils ont très légèrement baissé. Les statistiques officieuses disent qu'ils ont baissé à peu près entre 10 et 20% déjà depuis 2021. Mais il va y avoir une crise immobilière extrêmement profonde parce que l'immobilier, c'était le support normal de l'épargne retraite pour les Chinois. Donc j'accélère. Et puis on nous apprend aussi que normalement, le vieillissement démographique a un effet sur l'épargne qui est quand le vieillissement n'est pas encore là, de stimuler le taux d'épargne pour accumuler des réserves. Et puis quand le vieillissement est arrivé, ces réserves d'épargne sont utilisées pour soutenir la consommation. Alors, on voit que ce n'est plus vrai en Chine. Hein. Le taux d'épargne des ménages chinois est de 32% aujourd'hui. Vous voyez que le taux d'épargne des ménages japonais est de 5%, le taux d'épargne des ménages allemands de 7 ou 8%. Et des ménages américains, le taux d'épargne des ménages allemands est aussi extrêmement élevé. Et il n'y a pas ce lien entre le taux d'épargne et le vieillissement démographique qu'on observe d'habitude. Et la Chine n'utilise pas donc ses avoirs extérieurs pour soutenir sa consommation parce que tout le monde s'attend à nouveau à cette chute des prix de l'immobilier, à une perte patrimoniale. Et donc, il faut compenser la perte patrimoniale et continuer à épargner. Et alors, je saute ça. La dernière chose, bien, c'est toujours c'est le ratio de population. Bien, comme le Japon, la Chine utilise toutes ses politiques économiques pour essayer de doper la croissance. Hein. La politique budgétaire. Alors j'ai ajouté dans la dette publique la dette publique de l'État central et la dette des collectivités locales. La politique monétaire avec des baisses de taux d'intérêt, mais ça ne marchera pas. Et je crois finalement, pour conclure, qu'on peut vraiment faire une comparaison entre la Chine aujourd'hui et le Japon au début des années 1990. Hein. Vieillissement démographique fait baisse des prix des actifs, baisse des prix de l'immobilier, baisse des cours boursiers, appauvrissement, réaction à l'appauvrissement en hausse du taux d'épargne, réaction à la hausse du taux d'épargne qui déprime la demande par le gouvernement qui met en place des politiques budgétaires, des politiques monétaires beaucoup plus stimulantes. Absence d'inflation parce qu'il y a cette hausse du taux d'épargne qui déprime la demande. Hein. Et donc, quand on calcule finalement la croissance potentielle de la Chine, on fait un calcul qui est de dire la Chine va avoir une population en âge de travailler qui baisse à peu près d'1,5% par an, un taux d'emploi qui baisse un peu, donc ce qui amplifie la baisse de la population en âge de travailler, et n'a plus qu'à peu près 2% de gain de productivité. Et donc quand vous ajoutez tout ça, vous arrivez à une croissance potentielle d'à peu près 1,5% par an. Hein. Et donc la Chine est devenue un pays en croissance lente, et c'est un effet pratiquement exclusivement du vieillissement démographique extraordinairement brutal de la Chine. Est-ce que c'est pas un peu optimiste de comparer la Chine et le Japon, parce que le Japon finalement aujourd'hui se porte plutôt pas mal, alors que la Chine, quand vous décrivez un pays, quand on voit la Chine et qu'on imagine de plus en plus de jeunes au chômage, alors que c'est la clé finalement de la stabilité du Parti communiste là-bas, oui. et des retraités presque à la rue, tels que vous venez de les décrire, je veux dire, c'est la catastrophe. Oui, alors il y a une acceptation au Japon quand même de la pauvreté. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de Japonais qui, ayant pris leur retraite de leur emploi principal, doivent cumuler un emploi annexe pour avoir de quoi vivre. Enfin, il y a une grande pauvreté des retraités aussi au Japon. Hein. Mais c'est socialement bien accepté. Personne ne proteste quand vous avez les gens âgés qui font la circulation sur les chantiers la nuit. Enfin, donc c'est... Mais non, je crois pas que le Japon aille très bien. Enfin, je veux dire, alors il y a un secteur technologique enfin, la stratégie économique du Japon est assez bonne puisqu'il y a un secteur technologique qui est très très développé, très efficace.
et il y a un secteur tertiaire qui est sous-productif, qui paye de petits salaires, mais qui assure le plein emploi. Donc ça, ce modèle économique est assez efficace au Japon. Mais l'effet de la démographie sur la croissance du Japon a été plein. Et aussi l'effet de ralentissement de la productivité. La productivité au Japon est complètement stagnante aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions? Il nous reste environ 6-7 minutes. Ne soyez pas timide. Oui, merci pour votre présentation. J'aurais juste une question. Comment est-ce que vous expliquez les différences de mortalité entre la France et l'Allemagne? Alors, ces différences sont très faibles. Donc, l'espérance de vie en France est de 83 ans et en Allemagne de 82 ans, un an d'écart. Et alors, en Europe, les championnes, c'est alors du côté des femmes, parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes pratiquement partout. C'est les méditerranéennes, donc les italiennes, les espagnoles, mais les françaises sont dans ce trio de tête pratiquement. Donc les françaises font très bien. La moyenne française est plombée par les hommes français qui font vraiment pas bien ou pas aussi bien que leur comparse féminine. Et donc ça fait qu'une moyenne 83 ans, c'est pas si élevé. Les Allemands font pas très bien, les hommes, mais un peu mieux. Donc ça explique voilà, cette situation. Avec ça, si vous voulez, c'est un mystère. Pourquoi les Italiennes, les Espagnols ont la durée de vie la plus élevée en Europe? Alors elles ne sont dépassées que par les Japonaises qui ont toujours 2 ans d'espérance de vie en plus. Ça reste un sujet de recherche, on ne sait pas. Et est-ce que les Japonaises vont continuer à tenir la tête? C'est pas sûr. Mais les Françaises, grâce à vous, mesdames, la France est bien placée, et les Allemandes un peu moins bien, comme les Britanniques. Alors, ça reste un sujet d'étude. On ne peut pas vous dire si c'est le régime alimentaire, si c'est le système sanitaire, probablement pas, parce que... Il y a une tradition au Japon, enfin dans le sud du Japon, qui est qu'il faut toujours finir un repas avec quand même un peu d'appétit. Il ne faut pas aller jusqu'à la disparition de la faim. Et apparemment, ce système allonge l'espérance de vie, surtout des femmes. Alors que nous, l'éducation consiste à terminer l'assiette. Oui, non, mais au Japon, c'est très grossier de terminer son bol de riz. Ah oui. Ah oui. Non, mais ça peut compter. Il reste 2 minutes et demie. Madame. Ah, pardon. Monsieur, merci pour les présentations. Une question sur l'Allemagne. Est-ce qu'on a observé un effet de la réunification des 2 Allemagnes dans les années 90 sur la démographie du pays? Alors, on a observé une convergence des paramètres démographiques entre les 2 Allemagnes qui avaient relativement divergé. Donc c'est une expérience très intéressante pour les démographes. Alors je ne vous dirais pas que les taux sont exactement similaires des 2 côtés, que ce soit mortalité, fécondité, mais c'est très proche. Donc c'est un indicateur. Voilà. Mais après, la chute du mur a été un choc économique, et puis l'effondrement du système communique dans tous les pays qu'on a connus, qui s'est traduit par une diminution brutale des naissances, mais il y a eu récupération. Et donc, au total, les 2 Allemagnes sont très proches du point de vue démographique. Merci. On n'a plus le droit de prendre de questions. Voilà, à moins qu'elles soient très courtes, évidemment. Allez-y, sans micro peut-être. Ah bon? Alors non, malheureusement. Le coup près vient de... On peut la prendre? Alors ok. Merci.
Alors pour l'Allemagne et plus globalement en termes de politique migratoire, est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'accord récent entre la Tunisie et l'Union européenne, l'accord migratoire, est-ce que ça marque la fin de la politique migratoire accueillante en Allemagne ? Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Et puis, je ne vois pas pourquoi l'Allemagne cesserait d'accueillir des migrants et en quantité importante. Il n'y a pas que l'Allemagne, il y a beaucoup, la plupart des pays d'Europe de l'Ouest qui ont des taux d'immigration importants, plus importants que celui de la France. Donc c'est intéressant, c'est un sujet pour tous les pays, mais c'est un sujet important pour la France. Si on compare la France avec ses voisins, son taux d'immigration, même s'il a augmenté, le taux de sol migratoire, parce qu'il faut faire la différence entre les entrées et les sorties, même s'il a augmenté, il augmente ces dernières années, mais il reste nettement plus faible que celui observé en Allemagne, en Suède, dans les pays nordiques. Donc on n'est pas encore à la moyenne. Voilà. Mais je ne pense pas que l'Allemagne ait décidé tout d'un coup de fermer ses frontières, d'arrêter cette politique. Vous savez, ce n'est pas tellement de faire venir des migrants, c'est surtout de faire des efforts pour qu'ils s'intègrent dans la population. Et de ce point de vue, les Allemands se sont organisés, puisqu'ils ont connu ces afflux massifs, qu'ils ont accepté, qu'ils gèrent, mais pareil, comme les Scandinaves, avec des investissements importants pour que ces nouveaux citoyens, enfin futurs citoyens, connaissent l'allemand le plus vite possible, soient intégrés. Il y en a qui deviennent députés, il y en a qui deviennent, etc. Enfin, ils s'intègrent. Et oui. Mais ça demande des moyens. Et probablement que ça pourrait servir aussi d'exemple à la France pour développer un peu plus sa politique d'intégration. Il y a l'expérience donc de la Suède, de l'Allemagne et d'autres pays qui font nettement mieux probablement que la France. Merci beaucoup. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci à tous.